Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 13 janvier. Et de 1 sur 3, le premier débat des candidats à la primaire de la gauche s'est tenu sans réellement bouleverser les lignes ce jeudi soir. Pour l'occasion, nous avons suivi les soutiens du député yvelinois Benoît Hamon. Une vingtaine d'entre eux étaient réunis dans le QG trappiste du candidat, tous derrière leur champion. Notre invité fil rouge ce vendredi, c'est un autre homme politique, Michel Laugier, le président de 50 ans en Yvelines. Nous évoquerons avec lui l'actualité de l'agglomération entre projets pour 2017 et tensions avec la gauche. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le début des travaux sur le pont Chouleur ou encore la cérémonie des vœux communes pour les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Après la droite, c'est donc le tour de la gauche. Les 7 candidats en lice pour la primaire de la gauche ont participé ce jeudi soir à leur premier débat. Ils ont pu notamment échanger sur différentes thématiques, l'emploi, les aides sociales ou encore la sécurité. Un premier débat très suivi du côté de Trappes. Forcément, les soutiens de Benoît Hamon ont organisé une soirée dans le QG dans la permanence de leur député. Reportage de Nicolas Dandry. Une vingtaine de militants ont suivi le premier débat de la primaire à la permanence de Benoît Hamon à Trappes ce jeudi 12 janvier. Une série d'échanges entre les candidats attendus par les principaux soutiens du député yvelinois. Plutôt serein, on a une campagne qui se passe très bien depuis le début de lancement de campagne au mois d'août, avec une montée en puissance régulière, des nouveaux contacts, des nouveaux militants qui rejoignent la campagne. L'idée, c'est de montrer la cohérence de son projet et qu'il a une perspective pour la France qui est bien ancrée à gauche. Donc s'il arrive à faire passer des éléments sur son programme pour la France dans les années qui viennent et qui permettent aux gens de gauche de se projeter et de leur donner envie de venir aux primaires voter, il aura gagné sa soirée. Revenu universel, sécurité sociale, fiscalité, différents axes des programmes des 7 candidats. Benoît Hamon souhaite élaborer un revenu de base, une position divergente avec ses concurrents, notamment sur la capacité pour l'État à financer ce dispositif. Un sentiment de confiance et puis de fierté pour notre candidat qui est en train de montrer des idées nouvelles. Et on voit bien que le débat tourne autour de ces idées. Le député des Yvelines a aussi abordé lors de ce débat les questions institutionnelles et critiqué la loi travail. Il a ravi les militants de sa circonscription. Voilà pourquoi je vous demande de vous prononcer en faveur de ma candidature les 22 et 29 janvier. On espère qu'ils seront tous réunis, ils vont pouvoir se réunir ensemble, avoir quelque chose de concret à faire ensemble et de gagner ensemble. Génial, il a dit tout ce que je voulais attendre, surtout le chômage, la précarité, il a parlé, il nous a défendu. Une satisfaction des soutiens de Benoît Hamon a confirmé lors des prochains débats des primaires citoyennes. Le président de l'agglomération de 50 ans en Yvelines est donc notre invité ce soir. Bonsoir Michel Laugier. Bonsoir et bonsoir à tous les Cinquantinois. La primaire de la gauche, on a vu un sujet diffusé au QG de Trappes hier soir de Benoît Hamon. C'est une actualité que vous suivez, la primaire de la gauche. Ça vous intéresse quand même en tant que président de l'agglomération? Bien sûr que je vais suivre, sauf que hier soir j'étais en réunion de travail, donc impossible pour moi de suivre le débat. Mais d'après ce que j'ai pu en voir ce matin sur les chaînes info, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que vous suivez d'autant plus qu'il y a quand même un élu, on va dire, local, Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines? Est-ce que ça rajoute de l'intérêt pour vous, le fait qu'il y ait bien sûr, quand vous connaissez quelqu'un, vous le regardez avec un autre œil. Donc là, je vais suivre parce que c'est l'intérêt politique qui est le mien. Mais maintenant, je veux dire, moi j'ai déjà mon candidat. Vous avez déjà votre candidat? Je voudrais juste avoir votre... Mais pas candidat de gauche, bien sûr. Oui, bien sûr, de droite, on aura bien compris. Juste vous faire réagir sur une proposition de Benoît Hamon et qui fait beaucoup parler dans le débat national en ce moment, c'est le revenu universel. Donc un revenu qui serait distribué à tout le monde, 800 € à peu près par mois. Vous en pensez quoi, par exemple, de cette proposition qui commence à émerger dans le débat local, national? C'est une idée qui est en train de grandir? Alors écoutez, c'est une idée peut-être qui est en train de grandir. Vous savez, moi je suis pour les valeurs du travail. Je pense qu'avant de distribuer, il faudrait mieux créer de la richesse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, surtout créer de l'emploi. Et vous verrez qu'on aurait beaucoup moins de distribution à faire de ce type-là.
Pour terminer sur l'aspect national de la politique, vous serez un citoyen attentif au débat présidentiel. Est-ce que vous allez vous engager peut-être localement, puisqu'il y aura forcément des répercussions après pour les collectivités territoriales selon le président qui sera élu? Quel va être votre rôle à vous pendant ces mois? J'ai deux rôles. Il y a mon rôle personnel, Michel Laugier. Je suis un citoyen actif dont je serai bien sûr intéressé par les différents programmes. Et puis aussi, bien sûr, je serai engagé dans ce débat pour la présidentielle parce que c'est important pour notre pays, vous l'avez dit, mais c'est aussi important pour les collectivités territoriales dont j'ai la responsabilité. Vous, l'objectif, c'est de voter pour quelqu'un, de soutenir quelqu'un qui va arrêter la saignée, on va dire, des baisses des dotations. C'est votre ambition, c'est l'idée, le projet que vous souhaitez peut-être mettre en avant en tant que... L'ambition, c'est qu'on puisse avoir un travail efficace entre l'État et les collectivités territoriales. Ça ne veut pas dire que la saignée va s'arrêter, j'en suis assez convaincu. Simplement, après, c'est peut-être revoir certaines choses, revoir les compétences des uns et des autres, parce que c'est ce qui me paraît indispensable. Donc, aujourd'hui, je serai attentif et j'essaierai aussi de faire remonter mes idées vers le candidat qui aura ma préférence. On passe à présent à l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine à 50 ans en Yvelines, c'est le début bientôt des travaux sur le pont Schuller. Ces travaux sont attendus évidemment par les très nombreux automobilistes saint-quentinois qui utilisent le pont reliant Maurepas à la Verrière. L'axe va être doublé, des voies de bus créées. Les travaux débutent au mois de février et vont durer 2 ans. Le point sur les aménagements avec Mélanie Poquet. Une situation qui se répète chaque matin. Des voitures au ralenti à la sortie de Maurepas pour rejoindre la gare de la Verrière ou la N10. Bientôt, une ancienne histoire. Le pont actuel qui est derrière nous va être réhabilité, bien évidemment. Ce sera la dernière phase. Il va être doublé sur la partie, donc sur la gauche, par un pont métallique, qui va être un pont, ce qu'on appelle en PRS, en profil reconstitué soudé. Et ce sera la partie qui sera affectée au TCSP, le transport en commun en site propre, qui permettra cette fluidité du trafic et enfin au bus d'arriver à l'heure de façon tout à fait régulière. La pose du pont se fera, elle, de nuit, modifiant la circulation de la N10 sur une voie entre février et septembre. Les véhicules de particuliers conserveront les 2 voies actuelles. De septembre à fin avril 2018, donc ça va être les aménagements du pont lui-même, de façon à préparer le basculement de la circulation sur l'autre côté. Là, ça va nous emmener pour un bon moment, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, de réfection de chaussée. Les aménagements verront aussi la création de pistes cyclables et une voie reliant directement le boulevard Guy Schuller et la rue Louis-Lormand. D'un coût de plus de 9 millions d'euros, ces travaux sont en partie financés par l'État, la région et le département. Ils prendront fin en décembre 2018. Michel Laugier, c'est un projet structurant pour l'agglomération. Vous devez vous féliciter du début des travaux. Ça va être un soulagement puisque c'est un vieux projet. C'est un vieux projet sur lequel on a travaillé déjà depuis longtemps et là nous arrivons dans la phase concrète. Mais avant tout cela, il y a eu un travail important, des enquêtes publiques, beaucoup d'études, le partage des financements, parce que là dans les financeurs il y a aussi l'agglomération, il ne faut pas l'oublier. Oui, sur 9 millions d'euros, combien pour l'agglomération? Je n'ai plus le chiffre en tête, mais on a la plus grande partie en tous les cas qui est à la charge de notre agglomération. Maintenant, c'est indispensable, vous le voyez bien. Aujourd'hui, dans Saint-Quentin, nous, on a été à la hauteur de nos engagements. Nous avons aménagé, nous avons urbanisé. Et je pense que l'État est quand même en retard sur les infrastructures routières. Et c'est le cas à Maurepas, c'est le cas aussi à Elancourt sur le pont de la Ville-Dieu, c'est le cas un petit peu partout. Donc aujourd'hui, il est grand temps aussi que les pouvoirs publics s'interrogent un petit peu sur leurs intentions. Alors c'est vrai qu'on a eu le financement aujourd'hui, puisque c'est signé sur l'enfouissement de la RN10, mais je veux dire, il y a d'autres projets structurants qui doivent arriver et c'est impératif. Vous pensez à impératif quoi, pour le développement de notre agglomération. Simplement déjà le doublement du pont de la Ville-Dieu, parce qu'aujourd'hui vous voyez bien, c'est un axe qui est très fréquenté, mais aujourd'hui qui est complètement sous-dimensionné. Je parle par exemple aussi du doublement du pont Leclerc sur Montigny, qui pourrait permettre là aussi d'avoir de transports en site propre qui aillent directement vers la gare routière. Et puis je parle aussi de l'avenue des Garennes avec un lien direct vers l'autoroute A12. À chaque fois, ce
sont les autres collectivités qui bloquent, qui ont du mal à apporter les financements nécessaires? Bien sûr, puisque nous sommes là sur des ouvrages qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de l'État, de la région et du département, mais surtout de l'État. Donc tout ça, ce sont des demandes que nous avons faites dans le cadre du contrat de développement territorial, mais aujourd'hui, nous n'avons pas été entendus, puisque retenu uniquement dans ce contrat de développement territorial, vous n'avez que l'enfouissement de la RN10 et bien sûr aussi le carrefour de la Malbedonne, pas loin, bien sûr, là, du Pont-Choulard. Pour faire le lien avec l'élection présidentielle, est-ce qu'on va entrer dans une zone un peu 6 mois de calme plat, il ne va rien se passer, rien ne va avancer? Je ne crois pas, vous savez, il y a... Pas forcément pour vous, mais puisque vous disiez que les autre acteurs sont plutôt lents, oui, est-ce que ça va encore ralentir? Les acteurs sont lents, sauf que vous voyez bien qu'il y a des projets qui sont initiés par un gouvernement et finalement qui sont portés et supportés par un autre gouvernement. Donc vous savez, la vie politique peut avoir des évolutions, par contre l'administration est là, est bien là et continue, quels que soient ceux qui sont aux responsabilités du pays. À La Verrière, il y a un autre projet structurant, c'est celui de la gare Bécane. On sait qu'il est désormais au point mort, ou presque au point mort, puisque vous souhaitez ralentir le projet, ou en tout cas le revoir. Celui-ci prévoit initialement 1800 logements neufs, un pôle d'activité économique de 80 000 m² pour une ville de 6 000 habitants, donc c'est structurant, c'est très important. Certains dans votre majorité disent que ça va trop vite, trop loin. La ville de La Verrière s'y oppose, elle dit il faut le faire, elle souhaite du coup confier le projet à l'État. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous discutez avec Nelly Dutu, la maire de La Verrière? Vous savez, je discute moi, avec tous les maires de cette agglomération et les choses avancent bien. Là, aujourd'hui, alors déjà, le projet Gare Bécane, il faut déjà qu'on fasse le distinguo entre les bécanes et la gare. Parce que le pôle gare, lui, continue, est initié, on travaille avec tous les partenaires. Là aussi, nous ne sommes pas les seuls, mais on travaille bien sûr avec les communes qui sont autour de ce pôle gare. On travaille bien sûr avec la région, avec le STIF, avec le département, puisque là, nous avons bien sûr tous ces partenaires-là. Après, sur l'aménagement dit des bécanes, là, les choses sont un petit peu différentes. Un projet a été initié il y a quelques années. Bon, ce projet, aujourd'hui, a des impacts plus importants que peut-être certains élus locaux s'imaginaient, notamment sur des communes limitrophes comme Morpas, comme Elancourt, comme Coignères, comme Ménil-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, il faut revoir les choses, sûrement à la baisse, parce que c'est pas en densifiant qu'on va régler certains problèmes, mais en équilibrant. Donc le travail continue. L'État peut très bien intervenir, sauf qu'aujourd'hui, c'est l'agglomération de Saint-Quentin qui a les cartes en main, puisque nous avons la propriété du foncier. Donc les choses se feront avec nous, jamais sans nous, mais toujours en concertation. Et moi, j'ai bon espoir qu'on puisse trouver un équilibre dans cet aménagement. Quels sont les grands projets qui vont marquer l'agenda 2017 de l'agglomération? En 2016, il y a eu beaucoup de rendez-vous. Il y a eu par exemple la création du Ski Cube, la plateforme PEPS, Sky to Invest. 2017 va être marqué par quel autre grand rendez-vous rapidement? Alors, il y a des grands rendez-vous. Des grands rendez-vous, déjà, simplement, c'est dans quelques semaines le vote du PLUI. Alors, c'est peut-être un terme... Plan local d'urbanisme intercommunal. Intercommunal, voilà. Donc, c'est d'ailleurs la première agglomération d'Île-de-France. C'est la première agglomération d'Île-de-France à avoir en place ce nouvel outil. Donc, c'est l'aménagement dans... alors, bien sûr, on a un PLUI qui sera à 2 vitesses, puisqu'aujourd'hui, le PLUI ne concerne que les communes historiques, puisque nous avions entrepris, bien sûr, cette démarche avant l'extension. Mais c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire ce sont des règles d'urbanisme qui seront les mêmes à l'échelle des 7 communes pour une complémentarité et une cohérence. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi la mise en place de notre projet de territoire. Donc on l'a lancé en fin d'année dernière, et là, aujourd'hui, nous sommes dans des phases qui sont concrètes, avec des ateliers, avec des rencontres, avec tous les partenaires de cette agglomération, pour essayer d'avoir quelque chose de très concret à l'automne. C'est aussi, vous l'avez dit, c'est quand même les travaux du Pont-Choulard. Hein, donc là, on est vraiment en pleine réalisation. Vous savez, on a fait beaucoup de choses sur Saint-Quentin. On a aussi beaucoup travaillé sur des études. Là, aujourd'hui, nous sommes dans des phases concrètes. Donc c'est le cas du Pont-Choulard.
On a signé il y a quelques semaines aussi l'enfouissement de la nationalité satrape. Donc là aussi, ce sont des éléments très très forts, très très structurants. Et puis vous avez après tout le reste, c'est tout le travail que nous faisons avec l'arrivée, le changement de nouvelles entreprises sur le territoire. C'est aussi tout le travail que nous faisons sur le transport, avec là aussi une volonté d'avoir des améliorations à l'échelle de l'ensemble du territoire. Oui, et puis une année aussi qui nous va encore nous permettre de faire de gros investissements dans l'ensemble des communes. Je vous rappelle quand même que grâce au pacte financier que nous avons décidé, aujourd'hui, la communauté d'agglomération accompagne l'ensemble des 12 communes dans les réalisations, dans les investissements. Donc ce qui est même important, au moment où l'État se désengage, que la communauté d'agglomération puisse permettre aux communes de pouvoir toujours investir. Et nous, nous sommes dans la préparation de notre budget 2017, préparation qui est, je veux dire, sur les bons rails. Qui sera voté au mois de mars, au mois d'avril ? Qui sera voté au mois de mars. Mais bon, dès à présent, déjà, je peux dire que les choses se passent plutôt bien, avec toujours comme objectif, déjà, de ne pas toucher à la pression fiscale locale. Donc, il n'y aura pas d'augmentation des taxes locales visant... Donc, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est notre volonté, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est ce qu'on fait depuis 2014. D'ailleurs, en 3 exercices, sachez que nous avons déjà réduit la dette de près de 40 millions d'euros. Donc, vous voyez bien, et quand même, malgré le désengagement de l'État, je le rappelle, les agences de notation continuent à nous donner des notes plus que positives, puisqu'on a même amélioré notre notation ces dernières semaines. On va passer à un autre sujet, puisque 2016 comme 2017 voit en tout cas la nouvelle agglomération élargie à 12 communes se mettre en place. Une nouvelle compétence est communautaire depuis 2016, c'est le ramassage des ordures ménagères et notamment pour ce mois de janvier, le ramassage des sapins. Tous les ans, des milliers de conifères sont broyés à Saint-Quentin en Yvelines. Les services techniques des communes et les entreprises spécialisées s'organisent pour les recycler. Un reportage de Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. La magie des fêtes de Noël terminée, les sapins se retrouvent généralement sur le trottoir. Pour les récupérer, les employés de la société plaisiroise Sépure, spécialisée dans le traitement des déchets, sont mobilisés. Ce mardi 10 janvier, les agents ont sillonné les rues d'Elancourt. Pour réaliser au mieux sa tâche, Alexander Dominguez, qui travaille depuis 5 ans sur 50 ans en Yvelines, a sa technique. Et faire un peu d'attention parce que normalement les sapins se confondent avec ça, avec le sapin normal. Il faut rouler un peu doucement et faire plus attention avec les sapins. 4 fois pendant ce mois de janvier à Elancourt, les agents vont devoir batailler avec les épines pour retirer les conifères de la voie publique. On connaît notre métier, donc il n'y a pas de danger. Voilà, ça n'a rien changé, donc tout va bien. À Montigny-le-Bretonneux, les sapins sont collectés depuis le 2 janvier par la ville dans 19 enclos de dépôt. Une fois récupérés par les agents municipaux, les conifères sont broyés dans le service technique de la commune. L'initiative a été lancée depuis 2013. En fait, on les broie sur place ici. On a une benne qui est régulièrement par notre société qui a le marché sur la déchetterie, nous emmène donc ces déchets verts sur donc la ville de Plaisir-Grignon. Il y a une déchetterie, une grande déchetterie sur place là-bas. Et ensuite, par la suite, on peut récupérer, mais après on mélange et une fois composté, ce type de matériaux. Environ 2500 sapins seront broyés à Montigny-le-Bretonneux pour récupérer entre 30 et 40 mètres cubes de compost. L'opération s'achèvera le lundi 23 janvier. Michel Logier, l'intérêt d'avoir une telle compétence communautaire, c'est quoi d'abord? C'est de faire des économies, de mutualiser les moyens humains, matériels? Alors, c'est de faire des économies à terme, puisque dans un premier temps, nous avons récupéré cette compétence l'année dernière et nous avons tout simplement pris les contrats existants des différentes communes. Donc ça sera beaucoup plus significatif dans les prochaines années. Mais simplement déjà, si on revient à la masse salariale, il nous fallait, jusqu'à présent, quand on faisait le compte dans l'ensemble des communes, nous avions 28 agents. Aujourd'hui, à la communauté d'agglomération, nous faisons le même travail avec 22 agents. Donc la mutualisation, déjà, vous voyez, sur la masse salariale, c'est important, mais ça fait partie, bien sûr, des compétences nouvelles de l'agglomération, pas que nous avons décidé, mais qui nous ont été imposées par la loi. Par contre, là aussi, actuellement, nous sommes en discussion sur les compétences. Justement, ce sont globales. les intérêts communautaires dont vous parliez tout à l'heure.
Vous avez proposé au dernier conseil communautaire de les voter. Ça a été refusé puisque vous n'avez pas rassemblé les 2/3 des voix nécessaires. La gauche s'y est opposée. Dans une tribune récemment, la gauche dit « Le travail préparatoire a été bâclé, la concertation balayée ». Vous répondez quoi à ces propos? Ce sont des postures politiciennes selon vous? Ou alors vous reconnaissez que tout n'a pas été forcément fait parfaitement avec l'opposition de gauche? Alors, ça fait un an, enfin plus d'un an, puisqu'on avait commencé en fin d'année 2015, que l'on discute des compétences. Le travail a été fait largement dans tous les sens, des réunions ensemble dans les communes et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'ai proposé le texte, c'est que je savais qu'on était quasiment, disons, dans la même vision des choses. Donc, à ce jour, toutes les demandes, enfin, une partie des demandes, une partie des amendements proposés par l'ensemble des communes, qu'elles soient de gauche ou de droite, ont été intégrés. Donc il nous reste aujourd'hui quelques divergences, mais je veux dire par exemple sur les piscines. Voilà, donc sur les piscines aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai proposé? Ben, j'ai pas imposé quelque chose. J'ai simplement proposé à chacune des villes de faire ce qu'elle souhaitait. Si elle voulait que ce soit de compétences communautaires, qu'elle mette la piscine dans l'espace communautaire. Si elle voulait la garder au niveau de la commune, ben, la ville pouvait garder très bien cette compétence de gestion de leur piscine communale, et même mieux, j'ai même envisagé de créer un fonds de concours pour accompagner les communes qui voulaient garder l'équipement communal dans l'investissement qu'elles auraient à faire dans les prochaines années. Ça va être des problèmes entre vous qui vont être surmontés assez facilement selon vous? Écoutez, pour moi, tous les problèmes techniquement sont surmontés. Donc si aujourd'hui il y a une différence, c'est qu'elle n'est pas technique. Ça sera proposé au prochain conseil communautaire, une nouvelle fois, les intérêts communautaires? Je le proposerai que si nous avons un accord global, mais en tout cas, je vous dis, qu'on prenne qui pourra. S'il n'y a pas de problème technique, ça veut dire que c'est autre chose qu'un problème technique. D'ailleurs, précisons que si ce n'est pas voté d'ici la fin 2017, ce sont l'ensemble des compétences que propose la loi qui seront communautaires. Exactement, donc c'est moi après qui devrais assumer la totalité des compétences aujourd'hui exercées dans chacune des villes, donc je pense qu'il faut savoir être intelligent et à un moment donné, il faut savoir conclure. Voilà, mais j'aime pas la posture politicienne. Et d'ailleurs, voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que mes opposants de gauche m'avaient reproché à la fin de l'année 2015 en disant que quand je proposais une assemblée à 75 représentants, c'est parce que j'avais une majorité qualifiée. Donc aujourd'hui, les faits me donnent raison, il n'y avait pas de majorité qualifiée, donc on voit où est la bonne foi et de quel côté elle est. En tout cas, dans certains territoires, les preuves d'amour, entre guillemets, ne cessent de se multiplier. Les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine organisaient cette semaine pour la deuxième année consécutive leur cérémonie des vœux en commun. L'occasion pour les présidents des assemblées départementales de rappeler leur souhait de voir leur territoire fusionner le plus rapidement possible et de faire un point sur les projets en cours. Les précisions sur des images de Camille Lambert. Le décor est le même, l'intention et l'ambition ne changent pas. Une année s'est écoulée et les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines souhaitent toujours plus se rapprocher. Et pour en convaincre l'auditoire d'un soir, le bilan est dressé. Création d'une société d'économie mixte, mise en commun du patrimoine routier ou encore du service d'archéologie préventive. Malgré les difficultés administratives qui n'ont pas manqué, malgré le scepticisme politique, eh bien, nous considérons que nous avons fait avancer l'intérêt de nos deux départements dans la même direction, c'est-à-dire dépenser mieux, dépenser moins pour un résultat identique, voire supérieur. Pour les projets communs, 2017 verra la création d'un foyer médicalisé pour autistes. Cette année sera celle aussi de l'accélération après les échéances électorales. En fin d'année, les deux assemblées départementales débattront de la fusion pour une mise en application dans les années suivantes. Et ce, malgré les voix dissonantes concernant le projet. Le président de la République, sur sa table de nuit, a dessiné les nouvelles régions. Quel bouleversement d'un seul coup! La gauche n'a rien dit. Nous faisons ça progressivement, en y prenant le temps, la patience. La gauche est indignée. Elle a une indignation un peu sélective, non ? À terme, la fusion des deux départements pourrait permettre la création d'un super territoire doté d'un budget de 3,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de la métropole du Grand Paris qui regroupe la capitale et les 3 départements limitrophes. Michel Laugier, vous êtes aussi conseiller départemental. Vous, la fusion entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, c'est un projet que vous soutenez ?
Moi, vous savez, j'aime bien les rapprochements, mais à condition que cela se fasse dans la mesure. Donc moi, j'étais d'accord pour ce qui s'est fait jusqu'à présent, ce qui concerne la voirie, l'aménagement, l'archéologie préventive. Vous savez, c'est déjà des gros dossiers. Donc j'attends d'être un peu plus convaincu, mais les choses se font petit à petit. Mais je ne veux pas le faire dans la précipitation, donc je demande encore à être convaincu de la fusion totale. Mais nous en sommes encore loin. Je vais terminer cette émission, vous en réagir maintenant sur une actualité sportive, puisque cette semaine, l'annonce officielle a été faite après plusieurs mois de tractation que le groupe chinois HNA va sponsoriser l'Open de France. Ce partenariat va permettre au tournoi implanté à Guyancourt d'augmenter sa dotation pour atteindre 6,6 millions d'euros. Des stars mondiales du golf devraient d'ailleurs venir dès cet été sur les greens de Saint-Quentin. Pour Saint-Quentin en Yvelines, justement, c'est une formidable nouvelle pour débuter 2017. Bien sûr, c'est un beau cadeau de début d'année, des beaux cadeaux de début d'année, puisque ça va mettre aujourd'hui l'Open de France dans les principaux tournois mondiaux, puisqu'on sera... oui, voilà, donc aujourd'hui on va monter en gamme, nouvelle dimension, avec bien sûr des golfeurs de très haut niveau, des Américains qui vont pouvoir venir et tout. Je pense que tout cela, pour nous, c'est exceptionnel, et ce qui veut dire que s'il y a un tournoi de meilleure qualité encore, ça veut dire qu'il y aura aussi plus de spectateurs, ça veut dire aussi qu'au niveau économique et des retombées sur le territoire, ce sera extraordinaire. Vous pensez d'ailleurs faire des investissements peut-être pour permettre que les visiteurs qui vont arriver puissent visiter Saint-Quentin, se balader, pourquoi pas dans l'agglomération? Est-ce que c'est un projet auquel vous réfléchissez du coup, du fait de cet investissement et de l'arrivée de la Ryder Cup? Non, mais je pense déjà que nous avons fait l'effort qu'il fallait pour mettre le golf à niveau pour accueillir la Ryder Cup. Voilà, en 2018. En 2018, donc, ce qui veut dire déjà que nous sommes opérationnels pour les Open de France qui vont arriver. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir ce haut niveau, c'est de voir que on va mettre en place aujourd'hui sur Saint-Quentin des compétitions internationales de très haut niveau, dont j'en suis le plus heureux. Ryder Cup, c'est en 2018, mais moi j'attends aussi avec impatience la décision du 13 septembre prochain à Lima pour savoir si Paris est retenu. Et si Paris est retenu pour les JO de 2024, bien sûr, notre territoire est concerné en premier chef. Et puis, permettez-moi aussi, puisqu'on parle sport, de faire quand même un petit clin d'œil à Robert Marchand. Très rapidement. Ah oui, l'exploit de Robert Marchand, quand même 105 ans. Un exploit 105 ans. Et je veux dire, pour moi, aujourd'hui, il est devenu la mascotte de ce vélodrome. Chaque fois qu'il est là, il bat des records, et deux, nous aussi, il y a beaucoup de spectateurs qui sont là. Et je pense que grâce à Robert Marchand, on parle de Saint-Quentin en Yvelines partout dans le monde. Merci Michel Laugier, c'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci de nous avoir suivis. Nos reportages sont à revoir en replay dès à présent sur notre site internet tvfil78.com et également sur l'application mobile TVFil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.